Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Nous allons aborder le sujet des investissements dans le secteur de la santé à l'épreuve de la réalité. C'est le résultat d'un travail collaboratif entre Fusion et Acquisition Magazine et ses partenaires qui sont ici présents, M&A Review, Intralinks, Simons et Simons, OES, Ardian et Cooper Consumer Health. Avant de démarrer et laisser la parole à nos experts, je vais vous partager un petit peu de contexte. En France, les industries de la santé représentent aujourd'hui un chiffre d'affaires de 90 milliards d'euros, soit environ 3 000 entreprises et 450 000 emplois. Qu'est-ce qu'on entend exactement par santé? C'est un sujet assez large, donc pour ce webinaire, nous avons décidé de nous concentrer sur les produits pharmaceutiques, CDMO, dispositifs médicaux et la health tech en général. Il s'agit d'un secteur reconnu comme étant très résilient et dynamique en matière d'investissement. Selon une étude menée par Ipsos en octobre 2021, l'image du secteur s'est nettement améliorée suite à la crise du Covid-19 et la confiance dans les médicaments et les vaccins se renforce. Cependant, cette crise a aussi mis en lumière quelques faiblesses et renforcé des critiques plus structurelles. Elle a notamment permis à la France de prendre conscience de sa dépendance face à l'approvisionnement de vaccins, de médicaments et de produits de soins. Nous avons tous observé une nette accélération dans la recomposition du secteur et la naissance de nouveaux acteurs, notamment dans le domaine des biotech. Cette situation a été l'origine de relocalisation industrielle, de partenariats et de nombreuses collaborations. Et tout cela a sans doute été un accélérateur des investissements dans ce secteur, ce qui semble toujours d'actualité. En 2022, Fusion et Acquisition Magazine a déjà recensé près de 150 opérations au sein des secteurs healthcare, chemical et pharma en France. Et ces chiffres se confirment également chez Intralinks, où nous observons que sur 40% des opérations M&A dans le monde sur lesquelles nous travaillons, soit environ à peu près 7000 virtual data rooms que nous avons gérés sur les 12 derniers mois, il y en a 15% qui sont liés au monde de la santé, soit 20% de plus que l'année dernière. C'est assez colossal. Nous faisons le même constat sur les projets encore au stade de préparation, qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui le seront dans quelques mois. On peut aussi imaginer que la guerre en Ukraine et les sanctions commerciales qui vont en découler vont être à l'origine de nouvelles opérations au sein du secteur. Face à tous ces bouleversements, le healthcare reste un secteur très résilient qui offre chaque année de très belles opérations de fusion-acquisition et de capital investissement. Nous allons vous proposer d'approfondir tous ces sujets en évoquant les tendances en matière d'investissement et nous terminerons par une vision prospective. Je passe donc la parole aux spécialistes et intervenants présents aujourd'hui qui croiseront leur point de vue. Merci Arthur. Eh bien, comme je vais être le premier à prendre la parole et ensuite à passer la parole, je vais peut-être présenter très rapidement les intervenants, mais qui se sentiront libres, bien sûr, de se présenter plus en détail. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Daniel Seton, Managing Director Ardian, Jean-François Déré, vice-président M&A and Corporate Development chez Cooper Consumer Health, Jean-Philippe Villa, Managing Partner de OES, et mon associé, pour mon plus grand bonheur, Simonetta Giordano, Partner Corporate Simmons & Simmons. Voilà, donc je suis moi-même avocat associé chez Simmons & Simmons, où j'anime le secteur santé, sciences de la vie, et je suis par ailleurs vice-président d'une association qui s'appelle France Biotech, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui regroupe maintenant plus de 500 entrepreneurs en health tech en général. Alors, juste pour, à mon tour, ouvrir un petit peu le débat, il m'a été demandé de dégager quelques tendances un petit peu du marché dans la période Covid et immédiat post-Covid, si on veut bien accepter qu'on est maintenant dans immédiat post-Covid. Pour ma part, et il y a quelques points un petit peu de rencontre avec les premiers points introductifs d'Arthur, je distinguerai un petit peu en termes vraiment marché et métier, hein, trois tendances, je dirais visibilité, collaboration et accélération. Visibilité, la période clairement a mis en lumière de façon assez inégalée les acteurs du secteur, les industriels bien sûr, pharma, dispositifs médicaux, health tech en général, certains dont les noms étaient connus soit des seuls spécialistes de l'industrie et du secteur comme nous tous ici, soit n'étaient pas encore connus du tout, parce qu'il y a par exemple un nom auquel on pense qu'il s'est imposé comme un acteur majeur de la pharma à travers le vaccin qui, il y a 3 ans, était totalement inconnu pour la raison qu'il ne vendait rien. Et je pense que c'est à la fois, alors ça a créé effectivement une perception du public et donc des investisseurs
assez différente, une exposition très différente, une perception plus positive. Et ça, je rejoins Arthur qui citait une étude. On a fait notre propre étude dont je dirais quelques mots en conclusion. Et notre chiffre, c'est que 64% des personnes interrogées pensent que le grand public a une perception maintenant plus positive, comme si l'industrie finalement avait fait la preuve à travers cette crise de son utilité sociale, non seulement bien sûr dans les vaccins, les diagnostics et maintenant les traitements, mais également le fait que pour avoir mis des produits si vite à la disposition du public, ils ont permis de sortir des confinements et de réouvrir l'économie et la société à un moment où on était évidemment dans des systèmes de fermeture jamais vus jusqu'à présent. Donc, un enjeu de perception et de visibilité plus forte et globalement positive, avec toutefois immédiatement, dès qu'on a dit ça, des attentes également plus élevées auprès du secteur, de transparence, notamment pour prouver la valeur de l'innovation. Et je crois que c'est une attente à la fois du public, mais également, par exemple, des payeurs, puisqu'on sait que pour la plupart de ces produits de santé, en tout cas dans nos marchés d'Europe occidentale, évidemment, ce sont des marchés très solvabilisés par la puissance publique. Et je crois que côté investisseur, ça appelle aussi certainement un regard un petit peu différent sur le dialogue entre les sociétés cibles, le cas échéant, ou les sociétés dans lesquelles on va investir, et cet environnement plus global. Donc ça, c'est un petit peu la visibilité. Et je dirais aussi que ça influe, me semble-t-il, assez nécessairement sur la valeur d'achat de certains actifs, quand, par exemple, un nom qui était inconnu est devenu une marque, une véritable marque avec une valeur qui lui est propre, là où ça n'était peut-être pas forcément le cas dans ce secteur jusqu'à présent. Ça, c'est visibilité. Collaboration, je dirais, pour en revenir d'un mot très rapide, on a vu effectivement des formes de collaboration qui étaient totalement inédites avant le contexte Covid, que ce soit sur des accords de recherche, de développement, de fabrication entre des industriels qui, par exemple, étaient très directement concurrents et n'avaient absolument pas vocation à se parler jusqu'à présent, mais également entre des acteurs de l'industrie et des acteurs d'autres industries. On l'a vu, comme par exemple le cosmétique, pour la mise à disposition de chaînes de production, la fabrication de gel, ou par exemple même l'industrie automobile qui a intervenu à travers certains accords pour mettre des chaînes de production pour la fabrication notamment de respirateurs. Donc là encore, on verra un petit peu ce qu'il en reste, mais je crois que ça a ouvert un certain nombre de portes, y compris pour des opérateurs économiques qui n'avaient pas forcément vocation à se parler jusqu'à présent. Et puis accélération, là encore Arthur y a déjà un tout petit peu touché, mais moi ce qui me frappe et que je trouve notable comme ça, comme tendance un petit peu générale du marché, c'est du point de vue réglementaire, c'est-à-dire véritablement une accélération de la revue par les autorités à la fois compétentes en matière de mise sur le marché et d'évaluation qui vont servir ensuite le prix et le remboursement. Les choses sont allées beaucoup plus vite, non seulement sur les autorisations elles-mêmes, on l'a vu évidemment sur les AMM vaccins, avec des autorités qui sont révélées très agiles dans la façon de pouvoir avancer avec des données qui, par définition, les premières semaines étaient très parcellaires, parce qu'il y avait un enjeu de mise à disposition très vite, mais avec des mécanismes intelligents de revoyure au fur et à mesure que les données d'efficacité et de tolérance s'accumulent, mais également, par exemple, pour les essais cliniques. Puisque là encore, on l'a vu, les autorités, je pense notamment au comité d'éthique, les fameux, en France, on appelle ça les CPP, qui étaient parfois beaucoup critiqués sur des dépassements de délai, qui ont fourni un effort absolument spectaculaire pour, là encore, en amont, permettre l'inclusion et permettre d'accumuler des données cliniques. Donc là encore, il faudra faire la part un petit peu des choses et voir ce qu'il en reste dans un contexte, on l'espère, de retour à la normale. Voilà, et puis quelques mots, mais qui vont servir peut-être plus de transition, parce que c'est justement là tout l'objet de notre table ronde, on va entendre les experts, mais vraiment tout l'enjeu du financement avec, on l'a vu, des années 2000 et 2020 absolument hors normes en termes de volume d'investissement, et une année 2021, mais là, vraiment d'une phrase très macro, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, mais une année 2022 qui est quand même avec un coup d'arrêt et des inquiétudes en tout cas très fortes côté biotech sur les possibilités de lever les fonds dans les prochains mois. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je crois qu'on est à peu près bon au niveau timing pour que je passe la parole. Alors, je vais commencer peut-être dans cette même logique un petit peu revue du marché immédiat post-Covid, par nous intéresser sur un segment particulier de ce marché life science, qui est le segment de la fabrication des CDMO.
Et je voudrais vous interroger, Jean-Philippe, si vous le voulez bien, puisque je crois que vous êtes particulièrement expert de ce secteur. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être d'abord nous rappeler ce que c'est qu'un CDMO et nous dire quel a été, selon vous, l'impact de la pandémie sur ce secteur en particulier? Donc, vous avez mentionné l'automobile. Moi, mon premier secteur, quand j'ai commencé à travailler, c'était dans les fusions-acquisitions, c'était l'automobile et l'aérospace. Donc, et vous avez donc, il y avait une consolidation au niveau des suppliers et l'outsourcing. Donc, le CDMO, c'est l'outsourcing d'abord, c'est-à-dire que c'était des activités qui étaient in-house et qui ont été sous-traitées. C'est un phénomène qui a commencé vers la fin des années, vers les années 2008, en fait, 2008-2010, où les grands groupes pharmaceutiques ont commencé à vendre des usines qui pour eux, de façon à avoir du cash et à réorienter leurs investissements sur la recherche. Donc un CDMO, c'est un Contract Development Manufacturer Organization. Ça veut dire qu'ils ont une exclusivité ou pour produire des molécules soit développées par le groupe pharma, soit développées pour le groupe pharma en exclusivité, donc une forte valeur ajoutée. Dans cette près de cela, vous avez ce qu'on appelle le contract CMO, c'est Contract Manufacturer Organization. Il n'y a aucune, disons, valeur ajoutée. C'est plutôt un contrat dit presque de façonnage. Et le troisième élément dans cette famille un peu élargie, c'est les CRO, c'est Contract Research Organization, qui joue un rôle de plus en plus important justement dans l'externalisation de R&D des grands groupes pharma. Donc ça, dans ce contexte-là. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, ça a commencé par pour les grands groupes pharma de vendre des usines. Ça, et bon, beaucoup de groupes de CDMO aujourd'hui sont en fait une collection en fait d'anciennes usines de grands groupes pharma. Et grâce à ces usines, ils ont pu justement avoir des contrats avec ces groupes pharma. Donc, par exemple Sanofi, par exemple Novartis. Mais ensuite, comme c'est des contrats généralement à 5 ans, et choses comme ça, ils ont dû se diversifier, développer des molécules propriétaires. Au niveau visibilité, il faut savoir que si on dit que si on regarde un peu les statistiques, on est dans un monde où, avant la crise ukrainienne, on était sur une croissance moyenne du GDP sur les 4 dernières années de l'ordre de 3%. On est dans un secteur, le secteur dit de prescription drug, on est dans une croissance nettement au-delà de 7%. On voit que la moyenne aussi pour les CDMO est de 7%. Mais on voit surtout, et je le verrai plus tard dans certaines slides, que les groupes les plus performants dans le CDMO ont, dans cette même période, des croissances de plus de 10%, voire de 15%, voire de 20%, grâce à leur offre différenciée. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on a une très forte validité. Ensuite, comme vous l'avez dit aussi, on est dans une société où on vit plus longtemps, mais ça veut dire aussi qu'il y a besoin de soins, des soins de plus en plus complexes pour traiter des maladies qu'on ne pouvait pas traiter avant. Et ça, c'est très important. Donc, vous avez un combat, vous l'avez dit aussi, pour réduire les cycles de développement. Et ça, c'est les CDMO le font mieux, ou les biotech font mieux que les groupes pharma. Et ça, c'est aussi le challenge. Le dernier point aussi très important, c'est qu'on est sorti très rapidement pendant cette période des 10 dernières années d'une chimie dite traditionnelle, de réaction chimique, de ingrédients chimiques, à la biologique. Donc la biologique qui aujourd'hui ne pèse que, disons, moins de 30% de toutes disons, des médicaments vendus, des traitements vendus dans le monde. Ça représente quand même aujourd'hui 70% des 20 premières drogues, je parle un peu anglais, qui sont vendues dans le monde. Ça aussi, c'est très important. Et cette tendance, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la plupart des nouveaux produits sont issus des biologics. Donc, vous avez vu, quand vous avez fait allusion au Covid,
quand le Covid a commencé à avoir plusieurs variants, disons les groupes comme AstraZeneca avec des vecteurs viraux ont calé. Et d'ailleurs, on s'est avéré que tout de suite, c'était ceux qui offraient le moins de protection par rapport à ces variants, alors que les autres groupes avec des technologies mRNA ont pu adapter leur vaccin à ces nouvelles variantes. Donc, c'est toute une technologie. Donc, le poids de la biologie est très importante. Et c'est pour ça aussi que dans les fusions-acquisitions, il y a eu beaucoup les plus gros les multiples les plus importants ces 2 dernières années ont été sur des cibles qui avaient cette capacité technologique que d'autres n'ont pas. Merci Jean-Philippe de ces premières observations. Pour terminer, on va dire, sur l'aspect voilà, période Covid et immédiat après Covid, je voudrais te demander, Simonetta, et pour revenir, on va dire, voilà, de manière ciblée sur le marché des produits de santé en général, est-ce que finalement les deals se font différemment? Est-ce que cette période a entraîné des spécificités dans la manière de conclure les deals? Alors, d'une manière générale, je dirais que concernant les deals dans les produits de santé, bon, le mot est revenu plusieurs fois, hein, c'est le mot résilient. Donc, effectivement, oui, les deals ont continué d'un côté, et oui, ils se sont faits de manière un petit peu différente. Il y a des spécificités qui sont apparues. Donc, en 2020, après un premier moment de sidération totale, où tout le monde était un peu aussi en train de comprendre les problématiques de flexibilité du travail, d'aide, etc., le marché est reparti. Et ce que nous avons vraiment constaté en tant que praticiens, c'est que la structure des deals a changé. Donc, d'une part, les deals sont devenus à nouveau un peu plus buyer-friendly. Bon, pour parler un peu jargon, on est passé sur, quand on parle d'ajustement de prix, par exemple, plus à des ajustements sur la base de comptes de réalisation plutôt que des techniques de lockbox. Donc c'est quelque chose qui est réapparu de manière assez importante, je dirais. Les due diligence aussi, donc qui ont porté notamment aussi sur la manière dont les aides gouvernementales ont été obtenues ou pas, est-ce qu'on respecte bien les règles d'obtention, les problématiques de versement de dividendes, etc. Tout ça aussi sont des choses qu'on a regardées quand même de plus en plus. Et sur la structure même du deal, en tout cas dans notre pratique, et pour l'avoir partagé aussi avec d'autres avocats sur le marché, il y a eu aussi pas mal de deals qui sont passés d'une acquisition à 100% à une prise de participation avec la mise en place de call option ensuite, enfin d'options d'achat pour pouvoir acquérir le reste un peu plus tard, voilà, souvent la main de l'acquéreur d'ailleurs. Mais bon, disons qu'au final, le constat sur 2020, c'est que ça a été une année plus qu'honorable, je dirais vraiment, ça a même été une bonne année en termes de deal. Mais l'explosion, elle a eu lieu en 2021, qui a été vraiment une année sans précédent dans le domaine des produits de santé, et que ce soit M&A, levée de fonds, etc. Et notamment, on a dénombré 14 deals, 14 jumbo deals, donc ce sont les deals à plus d'1 milliard, dont certains avaient été justement ralentis et qui étaient plutôt pressentis pour 2020, ont été ralentis et proposés à la vente plutôt en 2021. Alors, une autre spécificité très importante, qui est née dans le contexte de la pandémie, pour être très honnête, je pense que ce n'est pas connecté, résultant de la pandémie, c'est né dans le contexte de la pandémie, c'est un contrôle accru du gouvernement sur les opérations concernant les actifs de santé. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas forcément lié à la pandémie? C'est parce qu'en réalité, c'est un mouvement, qui n'est pas que français, c'est un mouvement au niveau européen, y compris l'Angleterre, avant Brexit. En fait, c'est un mouvement qui est né sur l'impulsion de la Commission européenne, qui encourageait, après lobbying d'ailleurs de la France et de l'Allemagne, qui encourageait les États à se doter d'un système de contrôle des investissements étrangers. Et pendant la pandémie, du coup, en 2019, la Commission a dit notamment tout ce qui est produits de santé, actifs stratégiques santé. Donc, en 2019, la Commission encourage les États à se doter de ce système ou à le renforcer.
Donc, du coup, par exemple, en Italie, où il y a un système de contrôle des investissements étrangers, mais plus sur les secteurs habituels, historiques, défense, transport, énergie. Du coup, l'Italie s'est dotée d'un système pour la santé. Et en 2020, la Commission européenne a adopté un règlement qui met en place un système européen de filtrage des investissements étrangers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup plus de collaboration entre les États. Et ça, nous le vivons vraiment au moment où nous faisons ce qu'on appelle nos filings. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé en France? La France a renforcé significativement son arsenal en 2019 et en 2020. Et du coup, on passe d'un système où autrefois le silence de l'administration valait acceptation, maintenant il vaut refus. On passe d'un système où là, toujours l'opération qui n'a pas été notifiée est passible d'annulation. Ça, c'est resté. Mais en plus, il y a des sanctions financières assez importantes qui vont jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de la cible. Donc, on s'approche un peu des sanctions de l'antitrust. Il y a des plafonds là-dessus, mais malgré tout, ça reste vraiment significatif. Et surtout, alors là, c'est plus le praticien qui parle, c'est quand on analyse les textes, c'est qu'il y a véritablement un pouvoir discrétionnaire, en fait, du ministre de l'économie. Chose qui était beaucoup moins prononcée dans l'ancienne mouture de la réglementation. Donc du coup, voilà, il y a un arsenal puissant en place, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Parce que c'est vrai que quand nous avons vu arriver les règles nouvelles, nous nous sommes un peu questionnés, parce que la France, traditionnellement, est un pays qui est plutôt investor-friendly. Il y avait toute une politique aussi en parallèle d'attractivité de la place de Paris, attractivité de la France, Choose France, etc. Et en fait, la réalité, et ça après, peut-être que les opérateurs peuvent aussi commenter là-dessus, mais en pratique, ça n'a eu aucun impact, hormis un impact de timing, c'est-à-dire que dans le cadre de l'opération, au moment où le deal est suffisamment clair, ficelé, qu'il y a une offre ferme en SPA, on doit notifier donc l'opération. Et il faut compter une période de 2 à 4 mois, enfin 4 mois c'est dans le pire des cas, mais bon, voilà, 2 mois environ, avant de pouvoir réaliser l'opération. Voilà, c'est vraiment le principal impact parce que nous, ce que nous avons expérimenté, c'est un ministère de l'économie hyper réactif, hyper à l'écoute, qui analyse les textes qui sont écrits et qui sont soumis. Donc, si l'on voit qu'il y a une nécessité à faire le deal avant la date X, ils vont s'y tenir. Je ne rentre pas dans la technicité des contrats d'acquisition, mais disons qu'ils ont une très bonne connaissance. Et bon, après, nous n'en abusons pas, mais il est aussi possible de mettre en place un dialogue avec eux. Et sur la vingtaine d'opérations que nous avons notifiées depuis 2019, il y a eu un cas où on a eu la réponse le jour J, le dernier jour de la deadline, sinon tous les autres, c'était bien avant, et de manière plusieurs semaines avant. Voilà. Merci Simonetta à la fois pour ce rappel. J'ai un exemple à vous dire, pardon, c'est dans le cas de l'acquisition très simple de Novacep par Pharmazel. Ça a été presque un cauchemar d'avoir l'aval du gouvernement allemand. Bon, c'est tout simplement fait que Bridgepoint, le private equity, était britannique et que le Royaume-Uni ne faisait plus partie de la communauté, de l'Europe. Donc, c'est la seule raison pour laquelle il y a eu 7 mois pour obtenir cette homologation. C'est un exemple bien précis. Un exemple plus compliqué, mais lié à la nationalité de l'opérateur. Voilà. Donc, bon, alors que Bridgepoint avait déjà Pharmazel, mais ce deal a duré 7 mois pour des prunes. Quoi. Bon, mais merci de cet éclairage. Je pense peut-être qu'on reviendra vers la fin un petit peu sur justement un peu est-ce que du coup il y a éventuellement une tendance protectionniste, enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses à tirer de ce contrôle des investissements étrangers? Je voudrais me tourner vers Daniel, puisque maintenant on a abordé justement donc le paysage aujourd'hui et l'activité transactionnelle, les conditions de marché. Est-ce que Daniel, vous représentez les fonds, vous représentez Ardian?
est-ce que vous décririez que les conditions de marché sont plus difficiles? Voilà, quel est l'impact plus généralement sur le secteur life science de votre point de vue? Merci, Alexandre. Écoutez, ce qu'on voit, de notre côté de manière évidente, c'est que bon, comme l'a dit Simonetta tout à l'heure, 2021 était une année record. 2022 ne sera pas une année record. Au-delà de ça, en fait, 2022 est une année, assez difficile, à plusieurs titres. Bon, il y a évidemment la guerre en Ukraine et l'inflation qui font peser, sur, la plupart des fonds des réflexions qui seront différentes de celles que les fonds avaient avant. Il y a également une vraie difficulté aujourd'hui à aller, financer une acquisition. Si vous regardez le marché du financement de manière un peu plus précise, depuis le début de l'année, il est en baisse en Europe de 70. Alors 70 de baisse, c'est absolument massif. Ça nous ramène à des volumes d'il y a 10 ans, de 2013 à peu près. Donc c'est déjà une énorme différence et au-delà d'une volumétrie qui est en baisse, en fait, on voit aujourd'hui avec la hausse des taux d'intérêt de base, en fait, une hausse du coût, qui est importante et qui rend, en fait, la réalisation des opérations, beaucoup plus difficile. Alors, en contrepoint de ça, ce qu'on avait, depuis le début de l'année, c'était, que le secteur, de la santé s'était plutôt bien tenu. Et qu'en fait, même si globalement le marché était difficile et en fort recul, nous, on constatait que le secteur de la santé, le secteur notamment des consumer healthcare continuait à être, assez dynamique et ce, jusqu'à cet été. Il y a eu par exemple en France, 2, assez grosses transactions, cette année, enfin en tout cas une de plus d'1 milliard et une de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça continuait à être assez important et ce parce que, en fait, et je crois que vous l'avez dit, Simonetta l'a dit, Jean-Philippe l'a dit, il y a une vraie recherche de résilience. Et donc, quand on recherche de la résilience et de la croissance, eh bien, on se tourne assez naturellement vers le secteur de la santé. Et il y a beaucoup d'actifs qui viennent apporter ça. Alors, aujourd'hui, quand on se penche un peu plus en détail dans le secteur de la santé, en fait, on voit peut-être que même dans le secteur de la santé, il y a deux vitesses. Il y a des actifs qui sont très attractifs, alors notamment les CDMO, on en parlait tout à l'heure, notamment des actifs dans le consumer healthcare dès lors que c'est considéré comme un produit vraiment de santé et pas un produit de consommation. Et il y a une frange qui est assez compliquée à définir là. Alors que la biotech peut-être est un secteur beaucoup plus difficile cette année. Alors pourquoi? Parce que en fait, les investisseurs, en tout cas de ceux qu'on voit nous, se tournent maintenant vers de la croissance, mais de la croissance qui génère beaucoup de cash. Et quand vous cherchez de la croissance qui génère beaucoup de cash, eh ben, vous vous focalisez plus sur des actifs qui sont très stables et qui ont une base d'existence très forte plutôt qu'une biotech qui peut promettre beaucoup de croissance, mais qui pendant un temps va requérir beaucoup d'investissement. En tout cas, c'est ce qu'on voit jusqu'à ce stade. Ouais. Merci, ça correspond beaucoup à des constats qu'on voit chez France Biotech. Alors, Jean-François, justement, alors le point de vue industriel, est-ce que vous faites un petit peu les mêmes constatations sur l'état du marché? Daniel mentionnait notamment Consumer Product, mais peut-être aussi plus Ouais. généralement. Difficile de contredire ce qui vient d'être dit, puisque oui, 2021 avait été une année exceptionnelle et 2022, c'est nécessairement une correction. Voilà. Bon, les raisons fondamentales, et moi je vais parler du marché que je connais mieux, par définition, le marché du consumer healthcare, c'est-à-dire des produits, on va dire, de premiers soins, hein, que les patients vont aller chercher soit en pharmacie, soit en parapharmacie, éventuellement sur un site internet, sans prescription d'un médecin. Hein. Donc, on parle vraiment de produits du quotidien pour traiter les petits maux. C'est évidemment un marché qui, en fait, a tout pour, on va dire, intéresser les investisseurs et générer des opérations de M&A. C'est d'abord un marché qui est très fragmenté. On sait, c'est sans doute un des plus fragmentés dans la santé. Hein. Le top 10 des grands laboratoires mondiaux pèse à peine 30% du marché mondial. Donc, ça veut dire que tout le reste, c'est beaucoup d'acteurs locaux, des family business, bien sûr, etc. Donc, voilà, donc il y a ce premier phénomène de fragmentation. Il y a un deuxième phénomène de résilience, mais je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit, mais bon, c'est évident
quand vous avez des produits qui souffrent de la distanciation sociale, comme les produits gastro, vous savez qu'en face, vous avez d'autres produits comme dans l'immunité, par exemple, qui vont rattraper. Et donc, au global, vous avez peu de phénomènes d'à-coups pendant les crises sanitaires. Un troisième, et puis un marché pour lequel, comme disent les anglo-saxons, la taille compte, c'est-à-dire où on peut faire rapidement des économies d'échelle. Et donc, vous avez un marché qui est intéressant. En 2021, là-dessus, vous y rajoutiez du cash, vous y ajoutez un phénomène on va dire, de rattrapage par rapport à la sidération dont parlait Simonetta en 2020. Voilà, vous avez en 2022 tout d'un coup une situation qui se dégrade très vite. L'inflation, on en a parlé. Alors nous, sur nos marchés, c'est matières premières, c'est emballage, c'est énergie. Et ça a des impacts évidemment parce que c'est des niveaux jamais vus. Donc, et c'est une incertitude que forcément les équipes ont de pouvoir transférer cette inflation en aval. Alors on a la chance sur nos marchés de ne pas avoir de prix réglementés. On a la chance aussi d'avoir finalement des prix assez bas. Quand vous achetez, pour les petits mots du quotidien, vous verrez, quand vous achetez un produit en pharmacie en France, essayez d'aller acheter le même produit dans une chaîne aux États-Unis, chez CVS aux États-Unis, vous verrez la différence. Donc, on a des produits qui sont encore dont les prix de vente sont relativement bas en France. Et puis, de manière générale, et ça, on le sait aussi, il y a une certaine forme entre guillemets, de non-sensibilité ou de faible élasticité au prix, on va dire. C'est-à-dire que les consommateurs, ils veulent d'abord traiter leurs problèmes et ils ont d'une certaine façon ils sont un peu moins sensibles au prix que peut-être sur d'autres marchés comme dans l'alimentaire. Donc, de manière générale, on est relativement confiant sur notre capacité à gérer peu ou prou cette inflation en revoyant un petit peu notre façon de faire, etc. On pourra en parler un petit peu plus tard. Par contre, là où on a une vraie incertitude, c'est sur la capacité à endiguer le risque de rupture. C'est-à-dire la rupture d'approvisionnement, parce que voilà, avoir un prix, c'est bien, mais pas avoir de produit, c'est évidemment bien pire. Et là, sur le marché, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas changer la recette, comme par exemple dans l'alimentaire. Vous ne pouvez pas changer, si vous n'avez plus d'huile de tournesol, vous pouvez peut-être utiliser de l'huile de colza. Dans la santé, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Vous avez des fournisseurs qui sont qualifiés, vous avez la matière première qui est qualifiée, vous avez qui est souvent sur lequel il y a des fortes obligations qui vont peser sur les fournisseurs en termes de référencement, ça coûte beaucoup d'argent, et certains disent je préfère finalement continuer à donner ma matière première dans l'alimentaire et éviter d'aller dans le médicament. Voilà, donc il y a un vrai enjeu de capacité à s'assurer que l'approvisionnement va continuer. Et puis la dette, le coût de la dette, Daniel vient d'en parler. C'est évident que si vous ne pouvez plus, comme il y a quelques mois, financer une acquisition avec 6 ou 7 tours de levier, mais que maintenant ça vous coûte 10 à 15% en fonction un petit peu de la structuration de votre acquisition, voilà, ça va forcément, c'est ça qui a un impact très très fort sur le marché. Donc pour moi, les fondamentaux, ils sont très bons, donc ils vont rester. Je pense par contre que il y aura moins on va dire, je pense que les fonds notamment, il y aura sans doute moins d'opérations de LBO, peut-être sans doute plus d'opérations entre industriels. Et je pense qu'il y aura aussi, ça, tout le monde peut-être n'est pas d'accord avec ça, mais je pense qu'il y aura aussi sans doute une correction des multiples. Voilà. Alors justement, merci Jean-François, parce que c'est vrai que vous avez listé un certain nombre de facteurs économiques adverses, on va dire, ou d'insécurité. Alors si on traduit en termes de valorisation, je voulais vous demander d'abord à vous, Daniel, du point de vue des fonds, voilà, est-ce que c'est la fin des multiples stellaires qu'on a pu voir jusqu'à présent? Quel est l'impact sur la valo? Écoutez, la fin des multiples stellaires, je sais pas. J'ai vu en tout cas sur le moyen terme, on voit toujours que les multiples continuent à monter. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un coup d'arrêt? C'est assez probable. En fait, comme le disait Jean-François tout à l'heure, quand on a des coûts de financement qui aujourd'hui vont être autour de 10% ou 11%, alors qu'ils étaient il y a un an
peut-être à 4 ou 5% en tout, ça a normalement nécessairement un impact sur les valorisations. Alors, d'un autre côté, en période de crise, on a souvent vu ce qu'on appelle en anglais un flight to quality, c'est-à-dire une recherche d'actifs qui sont très particuliers ou qui répondent exactement à la demande des investisseurs, des actifs en croissance, des actifs résilients, des actifs qui donnent du cash flow. Et pour cela, ce qu'on a vu, c'est que généralement la baisse des multiples était plutôt plus faible que pour les autres actifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Je suis convaincu, comme Jean-François, que dans les mois à venir, il y en aura sûrement, mais ça peut en tout cas rebondir relativement rapidement de mon point de vue. Mmh. Et Jean-François, justement, alors vous aviez commencé à évoquer ce point, mais donc la valorisation du point de vue des industriels peut être un peu par famille d'actifs, on imagine, on peut raisonner un peu différemment par famille d'actifs. Ça, c'est que vous avez des très beaux actifs, c'est ce que disait Daniel. Vous avez de très beaux actifs relativement purs, sur lesquels vous n'avez pas plusieurs business models mélangés, sur lesquels vous avez, par exemple, des marques qui sont bien avec de l'equity. Bon, ça c'est évident que là-dessus, là les multiples risquent de continuer à se tenir. En revanche, sur des sociétés qui ont peut-être moins investi dans les dernières années, sur lesquelles vous avez notamment, par exemple, des investissements réglementaires importants à réaliser. Vous avez quand même en ce moment quelque chose d'important qui se passe dans les dispositifs médicaux, c'est le changement de réglementation et qui a un impact très, très fort. Donc, si vous avez des structures comme ça qui ont un petit peu tardé à investir, qui ont voilà, qui vont dire ont un modèle un petit peu moins séduisant. Moi, je pense que pour cela, oui, les multiples vont être corrigés et sans doute très fortement. Mmh. Jean-Philippe, compte tenu de la pression attendue sur les approvisionnements qui a déjà été décrite, le marché des principes actifs, hein, les API et des CDMO que vous évoquiez déjà un peu tout à l'heure, devrait rester très attractif, on peut imaginer. Il faut savoir, bon, pour revenir à ce que j'ai dit au début, c'est que vous avez la moyenne d'un GDP qui croît par 3% d'un secteur de 7% et que vous avez des stars du secteur du CDMO qui ont une croissance sur la même période de 15 à 20%, et que vous avez des pépites, c'est Next Champion of demain qui eux, ont des croissances chaque année de 50% et on en a vu un certain nombre aux États-Unis. C'est ça qu'il faut prendre en compte, hein. C'est tous les dossiers sur lesquels on a regardé aux États-Unis, les multiples n'ont actuellement ou récemment, les multiples n'ont pas baissé, au contraire, ont élevé. Donc, généralement, ce sont tous des sociétés qui ont eu un fonds d'investissement derrière, qui ont fait les capex nécessaires pour avoir supporter une croissance. C'est des sociétés qui ont des clients récurrents, qui ont la visibilité sur un order book de presque 1 an forward, qui ont une pipeline de nouveaux produits assez intéressante et aussi commercialement qui ont un taux de conversion assez important. Donc, tous les dossiers sur lesquels nous on est indiqué, c'est des multiples à plus de 20 fois, sachant que c'est un peu comme le football, hein, il y a des pépites, il n'y a pas 36 pépites sur le marché, il y a la demande est plus importante pour l'offre et que vous êtes prêt à casser une tirelire, à faire 10 fois le chiffre d'affaires, vous payez 25 fois le chiffre d'affaires ou 30 fois le chiffre d'affaires, 25 fois l'EBITDA ou 30 fois l'EBITDA, mais qui se traduira par un multiple d'EBITDA nettement inférieur l'année suivante, vu que là, il y a le pipeline qui est là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des multiples, ce que vous l'avez demandé, c'est que c'est vrai qu'on sort sur une période des 10 ans. C'est vrai que moi, il y a 10 ans, un multiple de 8 fois, voire de 10 fois, était un très bon multiple pour le secteur. Il faut savoir aussi, donc ça c'est en fait ce qui a donné le déclic dans ce secteur. Ça a été l'opération malheureuse de Gilde sur Novacep, le premier Novacep. Mais 2021, vous avez dit, on était dans une année record. On a la moyenne, c'est des multiples de 25 fois. Mais il faut savoir aussi que ces sociétés ont
une composante dite biologique, ce ne sont pas des génériques, ce ne sont pas une collection d'usines qui fonctionnent plus ou moins bien avec des capex de maintenance qui sont aussi importants. Et il faut savoir aussi, donc, si vous voulez ces graphes, qu'il y a une corrélation quand même, c'est l'OIS, l'échantillon représentatif, il y a quand même une corrélation avec aussi une évolution de ces marges d'EBITDA. Donc, ça aussi, c'est important. Au niveau de transactions, vous avez vu une transaction, par exemple, celle d'Archimeds One Pharma, qui a un CDMO de base sans capacité spéciale, qui a été pour lequel un multiple a été de 13 fois. Vous aviez surtout les opérations de Recipharm. Ça, c'est le plus bel exemple, je pense, aujourd'hui sur le marché, avec la transformation qu'a fait Equity de Recipharm en vendant les activités traditionnelles, en vendant les usines traditionnelles et en achetant de façon très agressive 3 actifs dans le domaine du biologique, des viral vecteurs, en commençant par Genibet, boîte au Portugal, qui faisait 12 millions de chiffres de chiffre d'affaires et 6 millions d'EBITDA, mais qui n'avaient pas la capacité de se développer davantage. Ils ont offert 10 fois le chiffre d'affaires. Intéressant aussi au niveau de dernière transaction, c'est celle de Astorp sur Corden Pharma. Vous parliez du Covid aussi au début de nos échanges. La valorisation maintenant des sociétés qui avaient une forte, disons, exposition à des programmes Covid a été fortement discontée. Dans le cas de Corden Pharma, près de 50%, près de 50% de l'EBITDA a été discounté dans les valorisations de tous les bidders parce que c'était quelque chose qu'ils estimaient qu'il n'allait pas continuer. Donc, pour les bijoux, vous savez, il y a 2 actifs en France, 2 actifs actuellement en Europe, dont ce qu'on appelle dits biologiques. Les vendeurs s'attendront à faire, ils espéreront avoir 25 fois l'EBITDA ou alors un multiple de chiffre d'affaires de cette fois. Il y a une opération qui a été faite, qui a été annoncée il y a un mois, c'est celle d'Albumedix, qui est un groupe britannique avec seulement 2 produits. Et encore, la plupart certains fonds qui ont regardé le dossier, qui nous ont consultés, on leur a dit que les barrières d'entrée étaient très faibles et qu'on pouvait probablement dans le futur reproduire le business model de Albumedix avec des coûts plus faibles. Stratorius a fait une offre canonissime à 10 fois le chiffre d'affaires, 40 fois l'EBITDA historique. Bon, c'est vrai que et qui peut-être atterrissait, s'abaissait à 26 fois au bout d'un an, mais ils ont mis un chèque et Prodac a été runner-up, n'a pas pu suivre. Et donc, aucun fonds donc sûr n'a pu suivre. Quand il y a des must-do à faire, c'est très important de faire ça. Dans l'opération des derniers exemples, concernant le Covid, nous, on a été impliqués au tout début des discussions entre Thermo Fisher et Novacep sur les activités antivirales. Entre les débuts de discussion et la fin des discussions, il y a eu le fameux contrat d'AstraZeneca. Donc, avec un groupe AstraZeneca qui, tout d'un coup, avait confié le contrat à Novacep sur son site belge, qui committait pas mal de CAPEX. Ça aussi, c'est très important aussi. C'est que les pharmas aussi, dans certains cas, co-investissent dans le développement. C'est-à-dire que c'est pas, ils investissent beaucoup dans les idées de protection. Dans le cas des activités de viral vector de Novacep, AstraZeneca a financé une grande partie de l'expansion du site. Donc c'est lorsque finalement l'actif a été vendu, il y a eu un prix qui était sûrement de 300 millions supplémentaires dus à AstraZeneca, mais dû aussi à des capacités de production si jamais le programme Covid avec Astra s'arrêtait tout d'un coup. Et donc Thermo Fisher a vu en cet actif la possibilité d'avoir une plateforme de production,
mais aussi, une force commerciale très importante. Et donc, Michel Spagnol avec Novaseb avait fait beaucoup d'efforts pour développer la partie commerciale de ces activités antivirales. Et ça que recherchait Thermo Fisher, et la capacité, la possibilité aussi de servir ses clients américains en Europe. Donc ça cochait vraiment toutes les cases. Maintenant, comme vous l'avez dit aussi, hein, il y a pas mal de vaccins Covid qui sont maintenant à la poubelle, hein, parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter aux variants, que certains groupes, certains, quand il y a eu ces fournisseurs ont eux-mêmes été sur le marché de fusion-acquisition, certains acheteurs ont discounté, d'autres n'ont pas discounté cette partie-là. Mais beaucoup de sociétés qui étaient sur le marché, et certaines heureusement n'ont pas été vendues, leur part dit Covid s'est complètement effondrée. Merci de ces regards croisés sur la période actuelle. Alors, pour notre dernier quart d'heure, si on se tourne un petit peu vers l'avenir, c'est-à-dire à quoi s'attendre pour l'après 2022, je voudrais me tourner à nouveau vers vous, Jean-François. Voilà, que pensez-vous, quelles seraient les leçons, selon vous, qu'on pourra tirer de ces multiples crises qu'on traverse actuellement? Est-ce que vous pensez qu'on fera les deals différemment à l'avenir? Alors, qui dit crise dit opportunité, c'est une tarte à la crème, hein, mais c'est vrai, dit opportunité comme toujours. Donc, le Covid, ça a vu éclore par exemple des nouveaux business models, hein. Nous, sur notre marché, la montée du DTC, donc du direct to consumer. On a vu l'explosion du e-retailing dans le nord de l'Europe et puis qui a commencé avec des nouveaux acteurs qui arrivent et qui maintenant sont en train de faire accélérer ce marché donc dans le sud de l'Europe. Donc, on voit bien que le Covid a fondamentalement transformé le marché. Ce sera la même chose avec la crise qu'on vit aujourd'hui. Et si on prend les deux sujets que sont la gestion de l'inflation ou encore l'efficacité de l'approvisionnement, la réflexion sur l'approvisionnement, on est en train d'adresser ces sujets, nous industriels. Alors, si je prends l'inflation, c'est ce qu'on appelle des réflexions sur la valeur. Donc, on a toute une réflexion qui est réalisée sur la valeur, sur la manière de réfléchir au pricing de nos produits, la manière et ça, c'est un gros travail qui est entamé par les équipes marketing et les équipes opérations. Si on réfléchit à l'approvisionnement, c'est aussi une réflexion sur les procédés de fabrication, comment les rendre plus efficaces, comment augmenter les séries, comment limiter les suremballages, comment limiter le gaspillage, comment travailler de manière plus étroite avec des prestataires stratégiques. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. En tout cas, dans le consumer healthcare, peut-être un peu moins dans d'autres, évidemment, dans les marchés qu'évoquait Jean-Philippe. Le fait de favoriser les partenaires locaux. Bref, vous voyez qu'il y a toute une façon de repenser le sourcing qui est lié, qui est associé à la crise. Donc, c'est pour nous, on va dire, une opportunité de nous améliorer, de revoir notre business model complètement de fond en comble. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Et ça marche plutôt pas trop mal pour le moment. Voilà. Très intéressant. Crise et opportunité. Et alors, sur les deals proprement dit, Oui. est-ce que vous voyez qu'on fera autrement à l'avenir, au-delà de tout ce qui vient, ou peut-être en perspective de tout ce qu'on vient d'évoquer, les process, la valo? On a parlé de... Moi, je pense que... comment dire ce qu'a décrit Jean-Philippe est l'augmentation des multiples et l'augmentation aussi d'ailleurs du volume de transactions. Ça décrit aussi d'une certaine manière une certaine forme de frénésie et qui était sans doute extrêmement positif parce que ça a permis des changements, ça a permis vraiment de modifier en profondeur la structure de nos marchés, les rendre plus efficaces, plus efficients. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'un autre côté, et il faut aussi un petit peu voir les deux côtés de la pièce, d'un autre côté, on a vu aussi un peu l'envers du décor de cette frénésie de deal. Ça voulait dire des process ultra courts, des process ultra techniques sous pression, et quand je dis sous pression évidemment sous pression pour les acheteurs,
mais aussi très peu de temps d'échange entre les vendeurs et les acheteurs avec les équipes de management. Je vais vous dire, on a vu des managements de présentation où on avait l'impression d'entendre des robots. Hein. Et c'est vrai que ça peut être dans certains cas être un peu ennuyeux parce que à la fin, euh, faire un deal, acheter une société, c'est quand même partir sur une aventure humaine avec des équipes nouvelles qui vont rejoindre la société. Donc, c'est de la construction d'un dialogue de confiance. Et ça demande du temps. Il faut que ça percole, il faut que les équipes se sentent sereines. Ça demande du temps, ça demande de la confiance, ça demande du dialogue. Donc, je pense que le fait qu'il y ait plus d'aide de deal entre industriels, le fait qu'il y ait peut-être un petit peu, enfin, une certaine correction, ça va aussi dans le bon sens pour faire des deals qui créent plus de valeur. Très intéressant, Simonetta. Je pense que tu seras certainement d'accord avec le point de vue du praticien. Et peut-être que tu voudras nous redire un mot sur est-ce que tu penses qu'on va aller vers plus de protectionnisme par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure? En écho à ce que dit Jean-François, sur un deal, une fois j'ai entendu dire il faut que le sucre fonde. Donc c'est une citation de Bergson et je trouve à chaque deal j'y pense en fait. Parce qu'il y a vraiment un momentum du deal qui est très important et qui est vraiment lié à la construction de la relation en fait, à plusieurs niveaux, tant entre l'acquéreur, le vendeur, mais aussi tous les intervenants sur le deal. Concernant plus de protectionnisme, c'est vrai que le mouvement naturel en cas de danger, c'est de se protéger. En plus, si on revient à ces discussions sur les investissements étrangers, on a quand même tout l'arsenal en place. Et il est assez redoutable. Donc, c'est soit un arsenal qui permet d'exercer un contrôle, voire une contrainte sur les opérateurs. Par exemple, avec la possibilité pour le ministère de l'économie d'imposer des conditions. Donc, quand on parle du domaine de la santé, ça peut être l'actif est vendu, mais une licence doit être mise en place à des tarifs XY pour que la France puisse continuer à bénéficier de cet actif. Ou alors, si c'est des sujets d'approvisionnement, mise en place de contrats qui permettent encore une fois à la France de continuer à avoir accès aux actifs cédés et au type de produits que fabrique l'actif. Voilà, donc ça, effectivement, c'est en place et voir l'interdiction. Alors encore une fois, dans notre pratique, hein, comme conseil, et pour avoir échangé avec d'autres conseils, depuis 2019, il n'y a qu'une opération qui a vraiment fait l'objet d'une interdiction, mais qui est une opération dans le monde de la défense, c'est même pas dans la santé. Et là où on voit le plus de conditions appliquées, etc., c'est dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Après, et là, la France a toujours une attitude très investor-friendly. Après, c'est vrai que en fonction, je dirais même pas de la coloration ou de l'orientation que pourrait avoir le gouvernement, le futur gouvernement, il y a effectivement tout un arsenal en place pour être beaucoup plus protectionniste. Après, le protectionnisme, ça peut aussi se faire de manière plus subtile qu'une simple interdiction aux conditions. Ça peut se faire en amont, ça peut... Voilà, il y a un monitoring du marché, et là-dessus, je pense que c'est intéressant peut-être d'entendre... je sais pas, Alexandre, si tu veux élargir le débat, parce que nous, Oui, on a une vision d'avocat, donc... oui, absolument. Et d'ailleurs, il nous reste quelques minutes, donc je vais refaire un tout petit tour, mais alors en leur demandant d'être un petit peu rapide pour les dernières minutes avec Daniel et Jean-Philippe. Daniel, alors voilà, est-ce que vous avez de votre côté donc des commentaires sur les deals du futur et peut-être une perspective sur les sessions d'actifs stratégiques en Oui, particulier? oui, tout à fait. Alors, je pense que je suis d'accord avec Simonetta. L'arsenal juridique, il a été élargi pour permettre au gouvernement de prendre en compte des actifs de santé, alors qu'en fait, dans le passé, ils étaient très focalisés sur la défense. On voit d'ailleurs, je veux dire, il y a des mouvements quand même pour dire que la santé est plus stratégique. Par exemple, je sais qu'on rapatrie en France la production du principe actif du paracétamol. Donc, c'est des exemples, c'est des usines qui avant étaient en Asie, qui en fait reviennent maintenant en France. Donc, il y a quand même un retour vers certains produits de santé et vers, en tout cas, l'idée de se dire que la santé, c'est stratégique pour un pays.
Donc, je pense qu'on aura de plus en plus de choses comme ça. Pour revenir peut-être un peu en arrière sur un point que disait Jean-François tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Je pense que on va mettre plus de temps dans la due diligence. Il va continuer à se faire des opérations. Il y en aura sûrement entre industriels. Il y aura sûrement des fonds qui voudront aussi faire des opérations. Et je suis d'accord qu'on passera, a priori, dans les mois à venir, plus de temps à se focaliser sur quelle est la valeur réelle que ces actifs apportent aux consommateurs ou aux patients. Ça dépend des sujets. Et comment est-ce qu'on se rend confortable que c'est pérenne et qu'on investit dans un actif où on va pouvoir continuer à trouver de la croissance et du cash flow. Et je pense que voilà, il y aura ces deals qui se feront. Ils se feront sur la confiance, ils se feront sur des temps un peu plus longs, mais on continuera à en voir, j'en suis convaincu, après 2022, parce que la santé reste un secteur extrêmement attractif d'un point de vue d'investisseur. Merci Daniel. Jean-Philippe, je vais vous donner le dernier mot, ou presque le dernier mot, parce que je ferai quelques mots de Ok. conclusion, mais voilà, Bon. quelle est votre perspective sur cet élan des investissements pour le Bah, futur? écoutez, il y aura toujours des bons investissements quand vous regardez que BlackRock était l'actionnaire de Novacep indirectement en ayant mis 150 millions et ils ont 10 ans après, ils ont fait 1,5 milliard. C'est vive le private equity. Je pense que Bercy n'a rien vu, les autorités n'ont rien vu. Tant mieux d'ailleurs. Vous avez aussi dans la vente de Sequence, il y a eu pas mal de subventions de la part de l'État sur le CAPEX pour justement rapatrier ces activités de paracétamol. Bon, pas forcément quelque chose à forte valeur ajoutée. Donc voilà. Après, Jean-François, vous avez mentionné quelque chose d'important sur les auctions aujourd'hui. Là encore, dans la transaction entre Pharmazel et Novacep, l'avantage, c'est que bon, pendant 6 mois avant la vente aux enchères, les équipes ont eu l'occasion de partager un même projet, de se connaître et de voir. Ça, c'est là aussi l'avantage de faire des propriétaires. Et aux États-Unis, la plupart des dossiers, même plus de 80% des dossiers, ne font pas l'objet d'enchères dites traditionnelles comme en Europe et surtout en France, où tous les dossiers sont préemptés. Je pense que il faut maintenant, dans ce monde où les actifs deviennent rares, il faut pouvoir frapper tout de suite, ne pas hésiter. Par contre, le dernier point sur justement l'enthousiasme sur le Covid, enfin le traitement du Covid et les vaccins. Aujourd'hui, tout ce qui est viral vector technologie, c'est surpeuplé. Il y a des groupes qui ont fait des décisions de faire des investissements significatifs sur le viral vector, mais aujourd'hui, il n'y a aucun débouché pour eux. Donc là aussi, il faut faire très attention. Merci beaucoup. Je crois que vraiment c'était un thème idéal pour avoir ces regards croisés. Moi, je voulais juste terminer en disant quelques mots de l'enquête de Future of Healthcare and Life Sciences qu'on a conduite chez Simmons & Simmons, dont le résultat vient d'être publié et que j'encourage dont j'encourage chacun à la lecture parce que au-delà des tendances qu'on a abordées aujourd'hui sur les deals et sur les investissements, nos 2000 personnes interrogées, c'est des interlocuteurs 6-8 sur une base géographique très large, hein, vraiment une base globale, donnent leur regard sur l'avenir, sur les aires thérapeutiques par exemple, où l'innovation, le chemin de l'innovation semble le plus prometteur ou spectaculaire, mais également sur les risques, l'augmentation des risques contentieux notamment, ou des risques réglementaires. On a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Jean-François, du nouveau règlement dispositifs médicaux. Et voilà, des réglementations comme ça, produits spécifiques qui font des barrières, j'allais dire, un peu plus élevées à l'entrée. Mais on peut citer également la future directive européenne sur la responsabilité du fait des produits qui fait peser un risque contentieux un peu accru. Il y a un chapitre comme ça assez dense, on va dire, sur le risque contentieux qui est perçu un petit peu différemment, mais également les enjeux futurs, ou en tout cas perçus comme futurs en matière de rétention des talents, en matière de propriété intellectuelle, les nouvelles exigences de ESG ou RSE en bon français. Voilà, un panorama, je dirais, très vaste et je vous encourage à en prendre connaissance. Il est temps pour moi, il nous reste 1 minute, donc vous remercier
très sincèrement chacun de vous, les intervenants aujourd'hui, les partenaires de l'événement, Fusion Acquisition et leurs partenaires européens, dont Yann avec nous depuis l'Allemagne et qui a participé à l'organisation, Intralinks bien sûr. Je pense que l'enregistrement sera accessible. Et voilà, en tout cas, un grand merci à tous, vous intervenants, et vous qui vous êtes connectés. À très bientôt.